Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet, Bonjour. ancienne ministre et évidemment candidate à la mairie de Paris pour les élections de mars 2014. On va commencer par réagir à la prise de position de François Fillon quelques jours après le retour de Nicolas Sarkozy parmi les siens, en tout cas sa présence au comité conseil politique lundi dernier. Voilà ce que dit François Fillon à la Grande Motte. L'UMP ne peut vivre congelé au garde à vous dans l'attente d'un homme providentiel. Évidemment, ça s'adresse à Nicolas Sarkozy. Oui. Un commentaire ? Il a raison. Oui, L'UMP doit aller de l'avant et ne pas regarder en arrière. Bon, je pense surtout qu'aujourd'hui, on est en pleine crise. Les Français sont traversés de problèmes et d'inquiétudes. Et leur inquiétude majeure n'est pas de savoir quel va être le leadership à la tête de l'UMP. Mais alors vraiment pas du tout. Donc je pense qu'il faut d'abord se mettre ça en tête avant d'attaquer. Vous avez l'air exaspéré par François Fillon et Nicolas Sarkozy, en quelque sorte. C'est pas du tout. Moi, je vous dis simplement, je passe ma vie en ce moment sur le terrain, dans le cadre de la campagne de Paris. Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est pas nous, c'est eux qui sont envoyés des petites phrases et qui... Je vous réponds, vous me posez la question à moi. Donc je vous réponds. Moi, je passe ma vie sur le terrain dans le cadre de la campagne de Paris. Les Français ne sont pas angoissés à l'idée de savoir qui va prendre le leadership de l'UMP. C'est tout. C'est ça la réalité. Donc je pense qu'il faut se le dire avant d'en parler pour remettre les choses dans leur cadre. Là, on est le matin et les Français qui ouvrent leur télé, qui nous regardent voilà, et qui doivent se dire, oh là, mais c'est bien décalé avec mes préoccupations. Bon, je veux dire que je suis conscient que c'est bien décalé avec leurs préoccupations. Après, il y a une deuxième chose. C'est que moi, j'ai beaucoup milité pour la primaire. C'était pas un plaidoyer une fois juste pour Paris. C'est que je pense qu'à chaque fois qu'il n'y a pas de sortant pour une élection majeure, maintenant, il faut faire une primaire. Et une primaire ouverte. Et ça a été accepté. Ça a été finalement retenu par l'UMP. Donc vous dites, attendons 2016, calmement. Mais c'est une chance, cette primaire. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à la situation que vous nous citez, c'est une chance énorme. C'est le juge de paix. Et le juge de paix, c'est formidable. Ce sera les Françaises et les Français. Et évidemment, vous nous redites que si vous êtes élu maire de Paris, vous ne serez pas candidate à cette primaire de 2016. Moi, je peux vous le redire, je l'ai déjà dit. Mais ce que je vous redis surtout, c'est que les préoccupations des Français en ce moment et dans l'actualité d'hier, à mon avis, c'était plutôt le livret A avec la perspective de la baisse des taux du livret A. C'est normal, c'est automatique, ou vous dites qu'il faut faire un effort particulier en période de crise et laisser les taux plus élevés qu'ils ne devraient l'être si on fait un simple calcul mathématique ? Écoutez, je dis que ça commence à faire beaucoup. François Hollande nous disait il y a 2 mois, il a fait une conférence de presse ou 3 mois, donc quasiment le seul message, c'était de dire je ne vais pas augmenter les impôts. Finalement, il y a Moscovici qui nous dit je vais essayer d'augmenter les impôts le moins possible, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Et puis là, on s'attaque par un autre bout au pouvoir d'achat. Le livret A, vous disiez que c'est un calcul automatique qui a été établi par vos précédents gouvernements. C'est un calcul automatique qu'on n'est pas obligé forcément de respecter. Mais vous savez que ça finance aussi le logement social et que donc si vous... Christophe Ecopicine, j'en sais beaucoup sur la façon dont le livret A finance le logement social. Et le problème de l'argent pour le logement social, c'est de plus en plus les terrains et pas forcément ce qu'on appelle la centralisation de l'argent à la Caisse des dépôts par le livret A. Donc c'est un sujet. Ça doit pas être un argument qu'on met en avant pour faire avaler aux Français la baisse du livret A. Autre chose, moi je lis la presse comme vous et on nous dit qu'il y aurait peut-être aussi des attaques sur l'assurance vie. Alors quand est-ce que ça s'arrête ? On augmente les impôts alors qu'on dit qu'on n'allait pas les augmenter. On baisse le taux du livret A. Je veux dire, baisser, augmenter. C'est normal qu'il y ait des variations de taux du livret A. Mais là, c'est pas commun ce qui est annoncé. On parle de passer à 1%. On est à 1,75. Le plus bas historique, c'est effectivement 1,25%. C'est 1%. En même temps, rarement l'inflation n'a été aussi basse dans notre pays. Oui, vous voyez bien quand même ce qu'on est en train de dire aux Français. C'est une épargne populaire, le livret A. Une question très concrète, justement. Vous dites, on rappelait que le livret A servait à financer le logement social. À Paris, vous dites que c'est une question de terrain. À Paris, c'est compliqué. Les terrains, il n'y en a pas ou peu. À Paris, c'est une question de politique. Je veux dire, moi, je suis très sévère là-dessus, à l'égard de la politique qui a été menée depuis 10 ans. Et je propose une politique qui est complètement en rupture avec ce qui a été fait. Moi, je veux une politique en faveur du logement intermédiaire. Une politique pour... tous ces jeunes couples avec enfants qui aujourd'hui sont obligés de quitter Paris parce que pour eux, à Paris, il n'y a plus. Vous les trouvez où ces places disponibles, ces terrains je vous dis, la politique qui a été menée, ça a été de racheter des fortunes, des immeubles. Donc c'était des logements qui existaient déjà. C'est pas des nouveaux logements. En logement social. De les convertir en logement social. Ceci dit, ça fait la mixité dans les quartiers, on a retrouvé, non ? Pas du tout. On l'a fait en prenant du logement intermédiaire et en le convertissant au logement social. Donc on a atteint des chiffres en matière de logement social. Il y avait avant 13% de logements en logements sociaux à Paris. Aujourd'hui, il y en a 17%. Mais c'est pas des nouveaux logements.
Et très souvent, c'est pas des nouveaux locataires. Donc il y a toujours 140 000 personnes qui attendent un logement social. Alors vous le retrouvez On n'a comment rien ces réglé comme logements problème. intermédiaires Et je vous explique d'abord. Des tours dans Paris? Aujourd'hui à Paris, dans le logement social, c'est une des villes dans laquelle le taux de rotation est le plus faible. Parce que quand vous êtes dans le logement social, vous pouvez pas sortir. Quand vous êtes à 13 € le mètre carré, vous n'allez pas du jour au lendemain pouvoir vous acheter à 8 000 ou 10 000 € le mètre carré. Ce que je propose, c'est tout cet argent qui a été investi, ça coûte des fortunes, cette politique, qui a été investi pour faire du logement social. On assume le fait, j'assume le fait qu'on ira moins vite sur les objectifs en termes de logement social et on réutilise l'argent de deux manières. D'une part, on réhabilite le logement social existant parce qu'il y a très peu qui est mis dans la réhabilitation du logement social existant, ça se dégrade terriblement. Et d'autre part, on investit sur l'intermédiaire, on reconstitue une offre de logement intermédiaire. Il va y avoir par exemple un projet. Écoutez, il va y avoir un projet qui est appelé Bercy-Charenton du côté de la gare de Lyon. La mairie d'abord a renoncé à couvrir les voies de chemin de fer. Moi, je trouve ça dommage. Je voudrais qu'on revienne sur cette décision parce que ça fait des nouveaux mètres carrés dans Paris. Et puis qu'on modifie l'équilibre qui est prévu à l'intérieur de la ZAC en faveur de plus de logements intermédiaires. Voilà un premier exemple d'endroit sur lequel on peut faire du logement intermédiaire. Et aujourd'hui, c'est pas le choix que c'est la municipalité. Est-ce qu'il faut faire du logement intermédiaire à la périphérie? Il y a un projet, vous le savez, Bertrand Delanoë a suggéré de fusionner les départements Paris et Petite Couronne. Est-ce que c'est ça la solution pour le foncier notamment? C'est élargir le périmètre de Paris ou pas? D'abord, les socialistes ne sont pas d'accord entre eux sur ce que c'est que le Grand Paris. Et moi, je ne crois pas que ça résoudra jamais le problème du logement, de créer juste une nouvelle strate administrative. Parce que c'est ça le projet socialiste aujourd'hui sur le Grand Paris. C'est je crée une nouvelle strate administrative avec tout ce que ça veut dire en termes de frais de communication, de sièges. Il va falloir trouver un siège, de frais aussi administratifs, parce que ça veut vouloir dire créer des nouveaux schémas. Donc on bouge plutôt pas les structures, le périmètre de Paris actuel, on travaille sur le Grand Paris. Mais le Grand Paris, c'est pas la création d'une nouvelle strate sans détruire aucune des existantes. En revanche, reconquérir de l'espace, par exemple aussi sur le périphérique, oui, là il y a des choses à faire. Alors justement, périphérique, le Grand Paris, pour moi, juste parce qu'il faut qu'on aille vite, il reste une minute. J'ai plein de questions à vous poser. Sur le périphérique, hier, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a dit qu'il était d'accord avec la proposition de Bertrand Delanoë de limiter à 70 km/h contre 80 la vitesse. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Écoutez, je ne sais pas depuis quand il n'a pas pris le périphérique sans gyrophare. Je voudrais juste lui faire remarquer que la vitesse moyenne sur le périphérique, c'est 36 km/h et à l'heure de pointe du soir, c'est 37 à vitesse moyenne et à l'heure de pointe du soir, c'est 26 km/h. Toujours votre proposition. Donc quand on dit, d'accord ou pas d'accord, vous me demandez si je suis d'accord ou pas, quand on dit on va réduire la pollution et réduire le bruit, avec ça, je dis, comme d'ailleurs l'ADEME, ça marche pas. Qu'est-ce que je propose sur le bruit? Les enrobés, qui d'ailleurs pour partie vont être faits. Vous n'avez pas répondu 70 ou 80? Je vous propose une proposition alternative sur le bruit. Les enrobés pour éviter le bruit, c'est beaucoup plus efficace. Et sur la pollution, aujourd'hui se discute le rapport d'un groupe de travail sur les achats de bus, la nouvelle motorisation, la motorisation des bus que doit acheter le syndicat des transports d'Île-de-France. J'avais beaucoup critiqué quand ils ont acheté du diesel en février, mais je vous réponds sur le fond. Mais sur la vitesse, on passe à 70 peut-être en septembre. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On veut faire ça pour la pollution et le bruit. Je vous réponds que sur le bruit, il vaut mieux changer les enrobés, et sur la pollution, dans le groupe qui se réunit aujourd'hui, je propose qu'ils étudient la proposition d'une start-up, d'une boîte d'Île-de-France qui s'appelle Watt, qui est une proposition pour avoir des bus électriques et enfin des bus électriques. Et je vous assure que c'est beaucoup plus efficace que de passer de 80 à 70, alors que de toute façon la vitesse moyenne, c'est 36 km/h. Est-ce que vous croyez vous aussi à un gaz de schiste écologiste, d'autres manières d'exploiter le gaz de schiste comme par de Montebourg? C'est possible ça, à terme? Écoutez, aujourd'hui, la fracturation hydraulique est la seule technologie disponible pour exploiter le gaz de schiste. Je voudrais juste faire une remarque. Quand François Hollande a viré Delphine Batho, j'ai dit fort avec le faible, faible avec le fort. On a une nouvelle illustration. À l'Élysée, on chasse plus volontiers la gazelle que l'éléphant. Merci Nathalie Kousko-Morizet d'avoir été avec nous ce matin sur LCI.